Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue, devenir directrice après Rosa. Rosa avait assidûment participé au travail des supervisions. Lorsqu'il avait été question d'écrire, elle avait immédiatement acquiescé en proposant de traiter une question qui lui tenait à cœur. Quand le directeur est une directrice. Comme elle l'écrivait dans un courrier à propos de son texte, juste un témoignage pour laisser une trace. Juste une vision de l'intérieur au sens propre comme au sens figuré, de cette fonction de direction. Parler de cette place avec ce que je suis, sans être forcément politiquement correct, laisser paraître mes faiblesses quant à cette fonction même si cela ne se fait pas. Juste énoncer une parole de femme, celle que je suis. Et elle ajoutait à propos de la maladie qui l'avait atteinte. J'espère que les résultats de début octobre seront bons, que je pourrai reprendre mon poste et participer à la présentation du livre. La maladie l'a rattrapée. À notre stupéfaction à tous, début septembre elle nous quittait. Nous dédions ce livre à sa mémoire. Jean-Pierre Lebrun, 2009, page 184. Rosa Patricelli Le Sœur a contribué à l'ouvrage Y a-t-il un directeur dans l'institution ? Lebrun 2009. Au moment où elle a rédigé cet écrit, elle dirigeait le foyer éducatif Loustal qui accueille des jeunes filles dans le cadre de la protection de l'enfance. Son texte a pour titre « Le directeur est une directrice » et c'est le 9e chapitre sur les 12 qui composent le livre. Rosa introduit son propos en précisant que bien que le féminin de directeur soit d'après la langue française directrice, pour sa part, elle se conçoit d'abord comme directeur. Elle interroge la fonction de direction du point de vue de la féminité, se demandant si elle est la seule à se poser cette question autour de la fonction de direction. Est-ce vraiment différent de diriger lorsqu'on est une femme ? Même si elle n'en est pas tout à fait certaine, Rosa a la conviction que ce qui caractérise la singularité de diriger au féminin vient de la manière dont les autres se représentent la personne qui occupera cette fonction de direction. Comment lui est venue cette question du directeur qui est une directrice ? Rosa précise qu'auparavant ça se passait très bien, mais que depuis qu'elle a pris les fonctions de direction de ce second poste, elle n'a rencontré que des difficultés, ce qu'elle a vécu de façon violente eu égard à la naïveté avec laquelle elle dit avoir pris ses fonctions. En effet, elle est entrée dans un établissement qui n'avait été dirigé jusqu'ici que par des hommes. Elle est directeur femme et son directeur adjoint, qu'elle désigne comme son bras droit, est un homme. Elle ne parvient pas à comprendre la violence qui lui est adressée et se demande de quoi ils ont peur. ID page 114. Tout ce qu'elle fait est interrogé, questionné, remis en cause, écrit-elle. Elle émet alors l'hypothèse que c'est parce qu'elle est une femme, qu'elle est continuellement interrogée pour ce qu'elle fait et ce qu'elle décide, persuadée que l'on n'adresserait pas ce type de questions à un homme, parce qu'un homme est socialement reconnu comme celui qui quitte le foyer pour aller gagner l'argent du ménage, ibidem. Elle tient juste à occuper pleinement la place d'exception, ID page 117, qui revient au directeur d'après elle. Je suis une femme et je suis directeur, ID page 118. Clame Rosa dans cet écrit bien qu'elle dise être consciente que derrière cette affirmation l'autre, à savoir l'homme, pourrait penser qu'elle remet en cause son statut d'homme. Dans ce texte, Rosa met beaucoup l'accent sur son rapport au temps. Elle rappelle avec force que tout le temps qu'elle passe dans l'institution est un temps qui la tient éloignée de sa vie, de sa famille. Depuis 10 ans que je dirige, il n'y a pas une journée, quelle qu'elle soit, où je n'ai pas eu la pendule dans le ventre. ID page 117. Pour elle, en tant que femme, la fonction de direction implique de supporter cette pendule dans le ventre sans rien laisser paraître, comme si les choses allaient de soi en faisant comme ses collègues hommes, ID page 112. Le temps qu'elle passe à diriger un établissement au lieu d'être auprès de sa famille, constitue pour elle une source de culpabilité. En effet, elle s'est forgé l'idée selon laquelle une femme qui dirige doit toujours se soucier de ce qu'elle n'assume pas comme charge quotidienne auprès de sa propre famille. Elle pense qu'un homme qui dirige n'a pas besoin de ce type d'autorisation. Diriger, pour Rosa, c'est avoir l'impression de tout faire à moitié, ID page 113. Se désignant comme une mère très possessive, elle se demande si, en fin de compte, le fait de diriger ne représenterait pas une sorte de garde-fou par rapport à sa fonction maternelle qu'elle aurait peut-être eu tendance à exercer dans l'excès. Elle s'interroge ainsi sur la manière de concilier le fait d'être mère et de diriger, ibidem. Elle a l'impression de ne pas avoir eu assez de temps avec ses enfants,
toute femme qui travaille pourrait peut-être en dire autant, être directeur, c'est le vivre de manière exacerbée, ibidem. Rosa conclut son écrit sur cette question, pourquoi avoir écrit ici ? Pour laisser une trace, pour transmettre et expliquer, mais également pour dire ce qui n'est pas toujours politiquement correct. Idée, page 118. Comme le rappelle Jean-Pierre Lebrun dans le petit texte que j'ai moi-même mis en exergue de ce prologue. Elle termine sur cette phrase : être femme et directeur est une posture difficile et risquée, tout comme écrire et parler. Mais ces prises de risque, je les accepte. Sinon, autant se taire et rester chez soi, ibidem. Je n'ai jamais connu Rosa, puisque c'est suite à son décès que ma candidature a été retenue pour le poste de direction que sa disparition laissait vacant. La première fois que j'entends parler d'elle, c'est lors de la procédure de recrutement qui m'a conduite à intégrer cette association, mais j'avais alors postulé sur un autre poste et non sur la maison d'enfants à caractère social, MEC, pour laquelle j'ai été finalement embauchée. En effet, c'est au cours de la procédure de mon recrutement que le décès de la directrice de la MEC, Rosa Patricelli Le Sœur, est survenu et que la direction générale de l'association m'a proposé d'orienter ma candidature vers cet établissement faisant partie de l'association. C'est à réception du courrier de l'association qui formalisait la proposition qui m'était faite de prendre la direction de cette MEC, et en cherchant à recueillir des informations sur le site de la structure, que j'ai découvert que la directrice qui était décédée récemment avait contribué au livre Y a-t-il un directeur dans l'institution ? Qui venait de paraître et qui était dédié à sa mémoire. Déjà, lors du premier entretien d'embauche, le directeur avait évoqué ce livre en me disant qu'il allait bientôt paraître. J'ai acheté le livre et j'ai, je crois, parcouru la première page de l'introduction de Jean-Pierre Lebrun, je l'avoue, sans grand intérêt. J'étais certainement avant tout préoccupée par l'aboutissement de ma démarche de candidature sur ce poste. Je crois qu'ensuite j'ai lu l'introduction dans sa totalité, ce qui m'a permis de comprendre dans quel contexte le projet de ce livre s'était construit. En effet, j'ai appris que Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste de renom et auteur de nombreuses publications, avait supervisé pendant 6 ans le groupe de 15 directeurs constituant le conseil de direction de l'association. Je ne suis pas allé plus loin dans les écrits des 11 directeurs qui avaient contribué à l'ouvrage. J'ai alors juste pu vérifier que le directeur général et son adjoint étaient eux-mêmes chacun auteurs d'un chapitre du livre. Cependant, je ne les ai pas lus à cette époque-là. Ainsi, lorsqu'en janvier 2010 je prends mes fonctions de direction de cette MEC, je n'ai toujours pas lu le livre. Avant d'accepter la proposition de poste, le directeur général m'avait mis en contact avec le remplaçant de Rosa qui s'avérait être son directeur adjoint lorsqu'elle était en poste. J'étais censé me rendre dans l'institution pour rencontrer celui qui assurait l'intérim de la directrice, qu'il avait secondé pendant quelques années avant sa disparition. Je suis arrivé dans un magnifique hôtel particulier versaillais. Alors que l'accueil m'a semblé chaleureux, les quelques minutes durant lesquelles j'ai eu à attendre d'être reçu m'ont permis de saisir une sorte de mélancolie ambiante que je dirais aujourd'hui avoir perçue quasiment de façon épidermique. Le directeur par intérim que j'ai rencontré a fait référence à Rosa à de nombreuses reprises. J'ai compris au cours de cet entretien qu'il avait dû quitter son bureau de directeur adjoint qui se trouvait à l'étage pour investir celui de Rosa qui se trouvait, lui, au rez-de-chaussée et dans lequel il me recevait. Ce que j'ai retenu de cet entretien de près de 3 heures, et ce qui me reste encore aujourd'hui de ce moment, c'est le projet de rénovation de la cuisine de l'établissement que Rosa n'avait pas pu réaliser avant de disparaître. Je ne pense pas que ce fût volontaire de la part de ce directeur, mais j'ai eu le sentiment que ma mission prioritaire était de faire aboutir ce projet. J'apprendrai plus tard que tous les directeurs qui avaient précédé Rosa à la tête de l'institution s'étaient heurtés en vain à la rénovation de cette cuisine. J'ai dépensé une énergie colossale pendant mes 2 premières années dans ce poste pour la mise en œuvre de ce projet qui a demandé plusieurs mois de travaux et provoqué beaucoup de résistance et opposition de la part de nombreux professionnels cadres et non cadres de l'établissement. Prenant mes fonctions en janvier, c'est mon prédécesseur qui avait élaboré le plan de formation de l'établissement, ce document devant réglementairement être finalisé à la mi-novembre de l'année précédant sa mise en œuvre. D'après ce plan, l'une des 6 équipes de la MEC devait bénéficier d'un accompagnement pour la révision de son projet de service.
En effet, le chef de service qui était le fondateur du service était parti à la retraite et l'équipe de cette structure semblait en perte de repère. C'est ainsi que je pris contact avec une structure qui proposait des interventions de ce type. Une psychosociologue, qui avait également une longue expérience de direction d'école de formation, m'a proposé un entretien téléphonique afin d'évaluer ma demande d'intervention. Cet échange a eu lieu alors que j'étais en poste depuis 3 mois. Sur les conseils des autres collègues directeurs, je ne me suis pas précipité pour recruter un directeur adjoint. Sans m'en rendre compte, j'ai parlé pendant près d'1 heure à cette psychosociologue de l'histoire de l'équipe concernée par l'intervention. En tout cas, c'est ce que je crois. En fait, je n'ai parlé que de ma prise de poste, de la directrice qui était décédée avant moi et de l'empreinte qu'elle avait laissée, et dans l'institution et dans la place que j'étais censée occuper en tant que directrice à mon tour. L'intervenante a interrompu notre échange pour me dire quelque chose comme « Permettez-moi de vous dire cela, mais je pense que c'est vous qui avez besoin d'être accompagné. » En effet, en considérant les conditions dans lesquelles j'avais investi mes fonctions, je réalisais avec le peu de recul qui me séparait de ma prise de poste que j'étais particulièrement seule pour diriger cette MEC que certains cadres de l'association désignaient comme un gros paquebot. 60 jeunes filles prises en charge, 77 salariés et un parc immobilier assez conséquent. Cette association a construit un dispositif de tutorat, permettant à chaque nouveau directeur d'être accompagné par 2 autres directeurs. 2 collègues en poste depuis un certain temps dans l'association étaient ainsi censés être à mon écoute pour partager mes interrogations et mes projections dans l'investissement de mes fonctions de direction de la MEC. Longtemps, j'ai cru que je n'avais pas su me saisir de cette opportunité pour sortir d'une solitude extrême dont je n'avais d'ailleurs pas tout à fait conscience à l'époque. Aujourd'hui, avec le recul, je crois que j'avais effectivement investi cet espace de partage dont mes 2 tutrices faisaient tout leur possible pour en faire un lieu favorisant la réflexion et l'élaboration autour de mes fonctions. Pour autant, je réalise maintenant que je pouvais sans doute y aborder de nombreuses questions, excepté les effets irrationnels que la mort de Rosa pouvait avoir sur ma prise de fonction. Elle ne m'avait jamais interdit d'aborder cette question, seulement je savais qu'il ne m'était pas possible d'en parler. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que ces temps d'élaboration furent pour moi bien plus coûteux psychiquement que je ne me l'étais imaginé jusque-là. En effet, j'ai dû refréner, voire refouler le besoin que j'avais de dire véritablement comment je vivais les choses. Je me souviens d'une fois où j'avais tenté de prendre la parole lors d'un conseil de direction, pour évoquer la manière dont je vivais ma prise de poste. Le directeur général, qui accueillait habituellement la parole avec une grande liberté, m'a rappelé qu'il y avait une règle dans l'association. Si des directeurs autour de la table avaient déjà dirigé une institution, celui ou celle qui prenait de nouvelles fonctions dans cette institution devait s'interdire d'en parler. Je me souviens avoir été très atteinte émotionnellement par son intervention, et m'être enfermée ensuite dans un profond silence assez longtemps. En effet, 5 personnes autour de la table avaient occupé des fonctions de direction ou de direction adjointe dans la MEC que désormais je dirigeais, l'association favorisant le déplacement des directeurs d'une structure à une autre. À chaque vacance de poste de direction, les candidatures internes étaient particulièrement favorisées, cela permettant sans doute aux directeurs ou directrices de quitter leur poste en restant au sein de l'association. Au bout de 3 jours de réflexion, j'ai rappelé la psychosociologue pour lui indiquer que je retenais sa proposition de supervision individuelle. Le titre officiel de la proposition d'intervention consistait en une formule très à la mode et qui en fin de compte correspondait bien à ce dont j'avais besoin. Accompagnement à la mise en œuvre des stratégies de direction. J'étais rassurée quant à l'approche clinique de la psychosociologue, dans la mesure où je savais qu'elle avait été formée par Didier Anzieux. Nous avons eu 8 séances de supervision d'une durée de 2 heures, à raison d'une séance tous les 15 jours. Très vite, j'ai exprimé que j'avais le sentiment que tout le monde avait peur que je puisse mourir, autant dans l'institution que dans l'association, mais également dans mon entourage familial. Quelques semaines après ma prise de fonction, j'ai eu un petit souci de santé qui m'a contrainte à être en arrêt de travail durant quelques jours. À mon retour, plusieurs personnes sont venues me saluer dans mon bureau et me dire à quel point elles étaient heureuses que ce ne soit pas grave et que je sois revenue. Je me souviens avoir eu l'impression que ces personnes avaient eu besoin de vérifier, par elles-mêmes, que j'étais toujours en vie.
J'ai été entourée d'une forme de sollicitude exagérée, qui me parut disproportionnée par rapport au temps de mon absence. À travers le travail d'élaboration dans l'espace de supervision, j'ai compris que c'est surtout cet événement qui m'a fait prendre la mesure des fantasmes que la disparition de Rosa avait pu provoquer chez les uns et les autres, à l'insu de tous. J'ai pu également dire dans cet espace de supervision que je m'étais très vite appropriée, que je me sentais convoquée dans des attitudes que je n'aurais jamais eues naturellement. En effet, on attendait de moi que je puisse hurler, lorsque par exemple une tâche n'était pas réalisée comme je l'aurais souhaité. L'on voulait que je sois capable de faire preuve d'une autorité excessive, que je me mette dans des postures de commandement qui ne correspondaient pas à ma manière de faire. En supervision, j'avais pu dire que j'avais le sentiment que l'on attendait de moi que je dirige comme un bonhomme, dans mon esprit l'image du bonhomme se rapportant à la caricature de l'homme. Je me souviens même qu'une fois, un comptable de l'établissement avait osé me dire que si je continuais d'être aussi gentille, je ne pourrais pas occuper ma place avec le respect qui s'y rapporte. J'ai cru m'étouffer de colère alors que lui poursuivait, je dirais presque naïvement, en me décrivant comment Rosa, elle, tenait les rênes de l'établissement et que tous la craignaient. J'avais l'impression que pour chacun j'étais attendue très précisément à la place qu'occupait Rosa. Avec les attitudes de Rosa, les colères de Rosa, je devais être Rosa pour prendre la place. Aujourd'hui, je réalise que le chapitre du livre que Rosa avait rédigé, mettant en cause les salariés de la structure qu'elle dirigeait et qui fut publié après sa mort, prenait une sorte de dimension testamentaire pour les professionnels de la Mecque. Ils ont, je crois, construit le fantasme post-mortem d'avoir tué leur directrice. C'est comme si j'avais été embauchée pour la faire revivre, comme ils l'avaient aimée, comme ils l'avaient crainte, comme ils l'avaient haïe. Il y avait une forme d'obstination inconsciente à me maintenir à la place d'eux, tant dans la structure qu'au niveau de l'association, au point que l'on me trouvait des ressemblances physiques avec Rosa. Votre rire a la même tonalité qu'elle. De dos, j'ai cru que c'était Rosa. C'est fou, il y a quelque chose dans le sourire. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui, tous s'accorderaient à affirmer que nous avons très peu de points de ressemblance. Le contexte institutionnel et associatif dans lequel est survenue la mort de Rosa, et les relations tendues qu'elle avait entretenues avec les uns et les autres, avaient apparemment généré un sentiment de culpabilité quasi collectif, mais qui n'avait aucune possibilité de s'exprimer. J'étais en poste depuis 5 mois lorsque j'ai eu à participer à mon premier séminaire de direction, s'étalant sur 2 jours. Alors que le thème des échanges portait sur l'épuisement professionnel chez les directeurs, un collègue a littéralement explosé de colère. Il s'est adressé au directeur général, à son adjoint et à l'assemblée que constituaient tous les autres directeurs et directrices, en les invectivant à propos de leur manque de réaction face à l'épuisement que nul, selon lui, ne pouvait ignorer. Il a prononcé une phrase avec la voix cassée par l'émotion. « Nous savons tous ce qui a tué Rosa. C'est notre indifférence. » Je ne sais plus comment je me suis sentie après l'intervention de mon collègue. Je me souviens seulement d'avoir été soulagée de ne pas être impliquée dans la culpabilité collective. Lors de la 2e séance de supervision, la psychosociologue m'a dit quelque chose comme « Vous ne parviendrez pas à prendre votre place, vous avez été installé dans une sorte de sarcophage, vous devez absolument en sortir sinon. » Sinon quoi ? Sinon j'allais en mourir ? J'ai réagi avec beaucoup d'émotion à ces propos, réalisant que depuis mon arrivée dans la structure, j'avais occupé le bureau qui m'était assigné, en tant que directrice, à savoir celui que l'ancien directeur adjoint avait investi durant son intérim, c'est-à-dire celui de Rosa. Ce bureau est situé au rez-de-chaussée du grand hôtel particulier dans lequel sont situés les locaux administratifs. Il est tout en longueur, toujours un peu sombre. Les fenêtres donnent sur un lieu où les jeunes filles scolarisées en interne prenaient leur pause, ce qui exclut toute possibilité de les ouvrir. Le meuble bureau était installé face à la porte, ce qui me laissait 2 possibilités. Laisser la porte ouverte et avoir l'impression d'occuper un poste de surveillance à partir duquel je pouvais contrôler tous les mouvements des salariés, ou bien fermer la porte et me couper totalement du reste de l'institution. Je n'avais pas réalisé à quel point je détestais cet espace qui m'angoissait. Je m'y sentais oppressée et à bien y penser, je m'y sentais sans vie. Je me souviens même que le bureau de l'ordinateur était rempli de dossiers,
qui portaient tous le nom de Rosa. Le collègue intérimaire qui m'avait précédé n'avait semble-t-il rien osé modifier. Tous les courriers qui étaient envoyés à la structure étaient toujours adressés à Madame Rosa Le Sœur. Un matin, j'ai décidé de changer de bureau et d'occuper le bureau jusque-là dédié au directeur adjoint. Ce bureau se trouve au premier étage, au même niveau que celui occupé par les chefs de service, 3 fenêtres l'éclairent le rendant particulièrement lumineux. Ce déménagement m'a permis de faire du tri, garder les dossiers que je souhaitais et en jeter d'autres. J'ai également eu l'impression de sortir d'une forme de torpeur, ce qui m'a permis d'adresser à l'ensemble des partenaires, fournisseurs, familles, collègues, un courrier signifiant ma prise de poste suite à la disparition de la directrice qu'ils avaient connue. Le travail de supervision individuelle s'est achevé alors que je n'avais pas encore effectué 1 an de direction dans l'institution. Il m'a permis sans aucun doute de me dégager du processus mortifère dans lequel l'institution était en train de m'entraîner. Cet espace d'élaboration m'a aidé à revenir en moi, et à ne plus avoir cette sensation d'être hors de moi, attitude défensive que je développe systématiquement face à une situation traumatique. Cependant, tout n'était pas réglé, j'avais vraisemblablement dépassé l'état de sidération qui m'empêchait d'agir à partir de mes propres réflexions, mais j'abordais une étape qui était celle de la dimension institutionnelle pour laquelle je devais œuvrer pour qu'elle se remette en mouvement du côté du vivant. Alors je suis entré dans la fonction, comme on entre dans les ordres. Avec le temps qui me sépare de ce moment aujourd'hui, je dirais que j'ai épousé la fonction. Je rapportais chez moi tous les dossiers que je ne pouvais pas étudier au bureau, je mettais à contribution les membres de la maisonnée, tout se rapportait à l'institution. Elle semblait me coller à la peau. Le fantôme de Rosa a continué à flotter dans l'institution encore longtemps et encore aujourd'hui, 11 ans après sa disparition. Je crois néanmoins qu'il n'évoque plus les mêmes crispations autour du sentiment de culpabilité. Il contribue, comme beaucoup d'autres, à prolonger l'histoire de cette institution. Pour ma part, la manière que j'ai eue de me défaire de cet héritage un peu morbide fut de maintenir du mouvement en moi mais également autour de moi, au niveau des équipes comme si, tant que j'arrivais à bouger, je ne pouvais pas mourir ou bien tant que ça bougeait, personne ne pouvait mourir. Je me confrontais intérieurement à des pulsions irrationnelles sans pouvoir faire autrement. J'étais toujours sous la pression de l'angoisse qu'il y ait un danger. Je devais m'appuyer sur ceux et celles qui étaient autour de moi pour apprendre à lâcher prise petit à petit. J'ai réalisé que je devenais de plus en plus boulimique de temps. J'en faisais une consommation incontrôlée, je travaillais de plus en plus longtemps. C'est ainsi que j'ai décidé de m'engager dans la recherche dont je vais rendre compte dans cet ouvrage. Un travail qui a sûrement constitué une voie de sublimation pour m'aider à tenir dans le poste de direction de cette MEC que j'occupe toujours 11 ans plus tard. Je crois que j'ai eu la volonté de comprendre ce qui se passe aussi chez un sujet directeur, qu'il soit homme ou femme. Quels ressorts internes peuvent sous-tendre à un niveau inconscient ses postures lorsqu'il occupe cette fonction de direction que Rosa, s'inspirant des théorisations de Jean-Pierre Lebrun, nomme la place d'exception. Introduction. Lorsque j'étais adolescente, entre mes 15 et 19 ans, je dormais peu chez mes parents. J'étais baby-sitter et cette activité me conduisait à prendre soin d'enfants au cours des longues soirées durant lesquelles leurs parents travaillaient ou se divertissaient. C'est ainsi que je restais la plupart du temps pour dormir au domicile des parents chez qui je me trouvais durant la soirée. Ce n'est qu'en cherchant à me souvenir de la première fois que j'avais entendu parler de la psychanalyse, et après avoir pensé que c'était en classe de terminale durant mes cours de philosophie, que j'ai réalisé que cette rencontre était antérieure à cette période. Il se trouve que, lorsque j'ai eu 15 ans, j'ai été mise en relation avec un couple habitant le quartier latin à Paris pour garder leur premier bébé. Elle était professeure de français et lui était psychanalyste. Tous deux avaient une activité professionnelle chargée, qui les poussait à rentrer très tardivement à leur domicile pendant la semaine. C'est ainsi que j'ai passé un grand nombre de mes soirées et de mes nuits chez eux. Je disposais d'une pièce pour la nuit et je l'investissais comme un cocon. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends que j'ai, durant toutes ces années, dormi sur le divan sur lequel s'allongeaient dans la journée les patients de ce psychanalyste. À mon corps défendant, et à mon insu, n'ai-je pas été dans une sorte de somnolence, pas totalement endormi puisqu'en charge du petit nourrisson,
mais perméable à l'atmosphère de ce lieu censé être propice aux associations libres de ceux qui l'investissaient durant la journée? Cette évocation un peu anecdotique m'autorise à dire ici qu'avant les tranches d'analyse que j'ai réalisées par la suite, j'ai été en quelque sorte bercé par cette ambiance. Cependant, c'est au prix de nombreuses petites luttes que je me suis progressivement inscrite véritablement dans une démarche clinique de recherche d'orientation psychanalytique. Il y a 9 ans, lorsque l'idée de m'engager dans une recherche doctorale a germé en moi, je disais autour de moi que je commençais un doctorat. Par la suite, j'ai parlé de mon doctorat. Ce n'est qu'à partir du moment où j'ai mené des entretiens cliniques, que je me suis approprié un positionnement de recherche en maintenant une sorte d'opacité lorsque je présentais ma démarche. Je disais alors, je fais une recherche autour de la fonction de direction en lien avec la question du temps. Ce n'est que 2 ans avant la soutenance de mon travail de recherche que je me suis mise à parler de ma thèse. Je disais, j'écris ma thèse. Cette recherche a représenté pour moi un processus dans la durée, et j'ai fini par y être immergé au cours de la dernière année où je me sentais poussé intérieurement à réaliser ce travail de recherche coûte que coûte. Pendant certains moments de découragement que j'ai traversés, c'est cette poussée interne qui m'a fait rebondir et avancer. Je crois que c'est la première fois que j'entreprends quelque chose dont les répercussions, quelle que soit leur nature, restent étrangères aux autres qui m'entourent. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais une thèse? Ça va te rapporter quoi au bout du compte? C'est ce que j'entendais souvent. Je n'ai pas toujours su répondre à ces questions, mais je me sentais parfois envahi par une sorte de honte, voire de culpabilité, de devoir utiliser autant de temps à ça. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que j'ai fait cette recherche parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi, en tant que directrice de MEC, alors même que j'aimais passionnément ce que je faisais, dans le même temps cette fonction était une source de souffrance psychique pour moi. Je veux dire qu'au bout du compte ce travail de recherche m'a apporté la conscience que je pouvais produire de la pensée, et que cette démarche de production me procure du bien-être et du plaisir. Le genre d'écriture qu'a exigé cette thèse m'amène à examiner la relation qui me lie aux personnes qui sont évoquées dans cet écrit. Je veux préciser qu'elles sont devenues, avec le recul du temps et le travail, plutôt des personnages que j'ai internalisés, des objets internes que j'ai construits et qui ne se confondent plus avec la réalité des personnes que j'évoquerai dans ce livre. Cette recherche s'est construite dans une dialectique permanente entre ma position de directrice en exercice, qui, dans un mouvement de prise de recul, fait que la chercheure que je suis devenue observe ce que la directrice est en train de faire, et ma position de chercheur dont les avancées de recherche me permettent de prendre un recul certain par rapport à ma fonction de directrice. C'est à l'épreuve de ces boucles récursives successives que des choses se sont modifiées dans ma manière de m'investir dans la fonction de direction, ce qui n'a pas été sans effet sur le processus de recherche et d'écriture. Depuis le début de la recherche, j'ai eu un désir de partager mes réflexions et mes découvertes avec d'autres directeurs d'institutions équivalentes. C'est ce qui m'a donné l'impulsion pour transformer l'écrit de la thèse en livre. Cette nouvelle perspective m'a conduite à faire un chemin presque inverse de celui de la thèse. Plutôt renoncer à certains développements, faire un travail de synthèse par moment, modifier le plan de l'ensemble. Il a été aussi nécessaire, le temps passant, que je m'assure de l'actualité des publications sur ce thème. Au-delà du prologue concernant la directrice qui m'a précédée dans le poste que j'occupe encore aujourd'hui, dans le premier chapitre, je fais le récit de mon itinéraire professionnel. S'ensuit un chapitre où je propose de détailler les caractéristiques des maisons d'enfants à caractère social, MEC, et de les définir en tant qu'institution de la MEAccent-aigu-S inscription au sens d'Alain Noël Henry. Je décris aussi le contexte institutionnel de la protection de l'enfance et son évolution dans le temps à travers les différentes lois qui en ont précisé les contours. Je consacre le chapitre 3 à cerner les contours de la fonction de direction d'une MEC à travers certains textes de cadrage, ainsi qu'à partir des textes d'autres directeurs-auteurs ou de chercheurs. Le chapitre suivant porte sur ma propre expérience de directrice. Les 2 derniers chapitres rendent compte des propos des directeurs que j'ai interviewés. J'indique dans un premier temps les modalités de ma démarche de recherche, puis, à partir des portraits que j'ai construits à partir de leurs discours, je propose un certain nombre d'hypothèses susceptibles de caractériser cette fonction de direction aujourd'hui. Dans la conclusion,
Avant de proposer des perspectives pour accompagner les directeurs, je fais partager au lecteur les propos d'une directrice, Viviana, que j'ai recueillie après qu'elle ait quitté la fonction de direction, comme pour faire contrepoint à la disparition de Rosa. Chapitre 1 – Mon itinéraire avant de devenir directrice d'une MEC. Dans ce chapitre, j'ai souhaité décrire le chemin qui m'a conduite jusqu'à l'exercice de la fonction de direction d'une MEC. L'analyse d'après-coup de cet itinéraire a l'intérêt de m'avoir permis d'élucider les ressorts qui sous-tendent ma posture d'aujourd'hui. Cette démarche est en cohérence avec la démarche clinique que j'ai choisie pour mener mon enquête auprès d'autres directeurs et directrices. Lorsque j'ai commencé à vouloir écrire sur mon parcours professionnel, je me figurais qu'il s'agirait de décrire toutes les expériences que j'avais déjà réunies dans mon curriculum vitae. Or, lorsque j'ai voulu m'approprier à nouveau mon parcours, l'énumération de mes expériences professionnelles m'a donné un sentiment d'étrangeté. Je ne m'y retrouvais pas. Aujourd'hui, je constate que ce document décrit un parcours de 40 années, ce qui représente presque toute une vie, et je me demande combien de fois j'ai eu à le modifier, combien de fois j'ai eu à le déconstruire et à le reconstruire. En tout cas, au moment où je le rédigeais, c'était toujours dans le souci de répondre aux attentes de celles ou ceux à qui je pensais l'adresser. Aujourd'hui, si je veux être véritablement honnête, j'ai plutôt l'impression que je l'ai construit un peu comme on construit un mur. Chaque expérience professionnelle était comme un rang de parpaings fixé au suivant par un mortier dont la fonction permettrait de faire tenir l'ensemble. J'ai le sentiment que chaque fois que je notais une nouvelle ligne dans ce CV, c'est comme si je refermais une tranche de vie professionnelle, je n'y pensais plus par la suite. Elle était comme figée, en attente qu'une autre tranche de vie professionnelle vienne la compresser. Le temps qui me sépare de mes premières activités professionnelles semble avoir effectué un travail progressif de momification de mon histoire professionnelle. Je me sens un peu écrasé par le poids de la consolidation progressive du mur que constitue ce CV. C'est la lecture de Pierrat Aulagnier et de son ouvrage L'apprenti historien et le maître sorcier qui m'a engagé à me placer dans la position du sujet tel qu'elle le décrit comme seul à posséder une mémoire de son histoire, à connaître la version qu'il s'en est donnée, 2004 page 16, et à pouvoir se construire un passé, Aulagnier 1989. La reconstruction de mon itinéraire que j'ai alors entreprise m'a permis une mise en sens vitalisante de mon parcours. Je peux alors me demander si je n'avais pas considéré ce CV comme un résumé des énoncés parentaux dont l'une des fonctions aurait été, comme l'écrit P. Aulagnier, d'exercer une anticipation sur ce que j'aurais en tant qu'enfant à refouler. 2004 page 251. Car, poursuit cette psychanalyste, ce travail du refoulement imposé à l'enfant par les instances parentales vise à les mettre autant que faire se peut à l'abri du retour de leur propre refoulé. ID page 253. Transposé dans mon histoire professionnelle, cet éclairage de P. Aulagnier m'a conduite à m'interroger sur ce que, à mon insu, j'avais encrypté dans mon CV en pensant que je n'aurais plus à y revenir. C'est ainsi, dans une démarche d'auto-historisation au sens de P. Aulagnier, que j'ai tenté ici de revisiter mon passé professionnel comme elle le propose, à travers un travail de mise en mémoire et de mise en histoire grâce auquel un temps passé et comme tel, définitivement perdu peut continuer à exister psychiquement. 1989 page 192. En effet, tel que le décrit P. Aulagnier pour le jeu personnel, on peut penser que le jeu professionnel se construit psychiquement dans et grâce à ce qu'elle nomme son autobiographie, œuvre d'un jeu qui ne peut être et devenir qu'en la poursuivant du début à la fin de son existence, ibidem. Cet auteur indique que cette autobiographie n'est jamais terminée, mais que les chapitres que l'on croyait définitivement achevés doivent pouvoir se prêter à des modifications, voire à l'ajout de nouveaux paragraphes ou à la disparition d'autres, ibidem. Bien que ce travail de construction permanent d'un vécu passé soit essentiel, rappelle P. Aulagnier, il n'en reste pas moins nécessaire pour nous orienter dans ce que nous définirions comme moment présent, de faire fond sur un nombre minimal de points d'ancrage stables dont notre mémoire nous garantit la permanence et la fiabilité, ibidem. C'est ainsi, en m'appuyant sur cette théorisation de P. Aulagnier, que j'ai eu besoin de me raconter une nouvelle histoire de mon jeu professionnel et d'y déceler les liens qui me permettent aujourd'hui, dans ce que je définis comme mon présent professionnel, de comprendre l'avenir que je suis en train de me construire. Je crois que c'est une manière pour moi,
comme l'écrit cet auteur à propos de la démarche d'autobiographie réalisée par le jeu, de garder la certitude que je suis bien l'auteur de mon histoire et que les remises en forme qu'elle mon autobiographie va subir ne mettront pas en danger cette part de permanent, singulier qui devra se transmettre de chapitre en chapitre, pour rendre cohérent et sensé le récit qui s'écrit, ibidem. Les hypothèses de P. Lanier m'ont aussi conduite à penser qu'avant le parcours du jeu professionnel, j'avais un passé, et je dois avouer que la relecture de ce passé dans la perspective qu'elle propose m'a aussi permis de comprendre l'impact important de mon histoire d'exil dans tout ce parcours. Parcours personnel, des rêves de la petite fille à la réalité de l'exil. L'enfant. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu faire le métier de mon oncle paternel. Il était chirurgien et avait construit une clinique dont une partie était réservée à une habitation pour le personnel. Il avait 5 filles, et disait toujours que j'étais la 6e, ce qui renforçait chez moi un sentiment de légitimité à vouloir faire le même métier que lui. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai passé beaucoup de temps dans sa clinique, je crois pouvoir dire que j'y passais au moins la moitié des vacances d'été, cette clinique étant située à Sfax, ma ville de naissance en Tunisie. J'avais ouvert ma propre petite clinique dans un garage inutilisé dans lequel je recueillais et soignais tous les chats du quartier. Mes autres oncles et tantes paternelles étaient pratiquement tous dans l'enseignement, l'une de mes tantes étant directrice d'école élémentaire. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai exercé le métier d'éducatrice, que j'ai appris que mon grand-père enseignait initialement le français au lycée, et que dans une seconde partie de sa vie, il fut l'un des premiers à créer un internat scolaire pour de jeunes délinquants dans une région reculée du sud de la Tunisie, structure qu'il a ensuite dirigée pendant de nombreuses années. Mon père, quant à lui, fut le seul enfant de la fratrie à échouer au baccalauréat parce qu'il ne s'est pas présenté le jour de l'examen. Il m'a rapporté que, pour le sanctionner, son père l'avait d'abord envoyé dans l'internat scolaire qu'il dirigeait pour encadrer des jeunes qui étaient parfois plus âgés que lui. Mon père a ensuite travaillé dans la Société tunisienne des postes et télécommunications, mais dès qu'il en avait l'occasion, il mettait une blouse blanche pour assister son frère aîné chirurgien qu'il admirait beaucoup. Or mon oncle est mort subitement lorsque j'avais 10 ans. Ce fut un choc dont le souvenir persiste encore en moi. Sa disparition a sans doute encouragé mon père à mettre en œuvre le projet qu'il avait de quitter la Tunisie pour la France, en évoquant alors des raisons médicales le concernant. C'est ainsi que j'ai connu une double rupture en quelques mois seulement. La disparition de mon oncle et la disparition de tout ce qui constituait mon environnement. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise qu'en quittant mon pays natal dans ce contexte, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon berceau interne, que j'ai sans doute fait revivre à mon insu à travers une forme de nostalgie. Bien qu'ils semblent convaincus du contraire, je retiens que mes parents ne m'ont pas préparé à l'exil qu'ils m'ont imposé par leur choix de quitter notre terre natale pour s'installer en France. J'ai longtemps rêvé de mon pays perdu. Depuis la France, j'écrivais des poèmes que j'envoyais pour être publiés à un petit journal mensuel tunisien. Je n'en ai jamais rien dit à mes parents. À propos de la nostalgie, Vladimir Jankélévitch rappelle que le nostalgique souffre d'avoir quitté son pays natal et n'est animé que par le désir de retrouver ce qu'il a perdu. Pour autant, selon cet auteur, le retour vers le pays perdu laisse en général place à la déception et le nostalgique fait durer le plus longtemps possible le plaisir du retour. Le départ qui tient le retour en suspens ou en sursis est le meilleur moyen de raviver la nostalgie. Un vaste détour allonge ainsi l'itinéraire du retour et laisse aux nostalgiques tout loisir de distiller goutte à goutte les délices amères de l'absence et de l'émigration. 1983, page 365. Ce qui est source de douleur n'est pas tant le pays perdu que ce qu'on y a vécu par le passé et qu'on ne retrouvera jamais. Et qui sait, comme s'interroge V. Jankélévitch, si l'exilé n'était secrètement amoureux de son exil. Si l'errant n'était pas envoûté par son errance. Idée, page 363. J'ai quitté mon pays à 10 ans, et je ne retrouverai jamais ce que j'y ai vécu enfant. V. Jankélévitch affirme de plus que l'irréversible n'est pas un caractère du temps parmi d'autres caractères. Il est la temporalité même du temps, et le verbe être est pris ici au sens ontologique et non pas au sens copulatif. Idée, page 7. Il poursuit son raisonnement en signifiant que l'irréversible définit le tout et l'essence de la temporalité, et la temporalité seule,
En d'autres termes, il n'y a pas de temporalité qui ne soit irréversible, et pas d'irréversibilité pure qui ne soit temporelle, ibidem. C'est aujourd'hui seulement que je réalise que c'est, sans doute en partie, sous le régime de la nostalgie que j'ai vécu jusqu'à très récemment. Ce n'est que l'un des derniers retours dans ce pays après la révolution du printemps tunisien en 2011 qui m'a fait éprouver que celui-ci, la Tunisie, n'avait plus grand-chose de commun avec le pays de mon enfance et que j'ai commencé enfin à accepter la perte. L'exil. Mon arrivée en France fut marquée par deux événements que j'avais complètement refoulés et qui ont refait surface au cours de l'écriture de ma recherche pour la thèse. Je suis arrivée en été, convaincue que j'allais retourner en Tunisie après les vacances pour la rentrée scolaire comme habituellement. Peut-être que mes parents me l'avaient annoncé et que je n'ai pas pu l'entendre. En tout cas, je n'avais pas compris que nous allions rester en France pour de vrai. Je crois que c'est au cours du travail d'élaboration pour la phase d'écriture de mon travail doctoral que j'ai accepté de laisser se frayer en moi un chemin pour rejoindre la détresse de la petite fille que j'étais à ce moment-là. Détresse que j'ai sans doute réprimée à l'époque pour ne pas déplaire à mes parents. C'est ainsi qu'en septembre 1970, je fais ma rentrée en classe de CM2 à Paris. Je crois pouvoir dire que quelque chose s'est bloqué pour moi à ce moment-là, dans ma capacité à abstraire. Ma scolarité en Tunisie avait été empreinte de culture française puisque ma mère, qui avait été très en lien pour des raisons professionnelles avec des coopérants français, avait refusé que je suive un parcours classique dans une école publique tunisienne, préférant, avec bien entendu l'accord de mon père, m'inscrire dans des écoles françaises depuis la maternelle. Ces écoles étaient un héritage du protectorat français qui avait été institué en Tunisie le 12 mai 1881 et aboli le 20 mars 1956. Ce choix du lieu de mes premiers apprentissages pourrait faire penser que j'aurais eu toutes les raisons de m'insérer facilement dans le système éducatif français à mon arrivée, puisque les programmes scolaires que j'avais suivis en Tunisie étaient censés être identiques à ceux que j'allais suivre en France. Cependant, l'enfant que j'étais, qui avait toujours eu d'excellents résultats scolaires et particulièrement en mathématiques, s'est vu tout à coup rétrogradé en fin de classe. L'effort, qui aurait dû constituer une bonne anticipation de la part de ses parents pour tenter de l'insérer dans la société française à travers son parcours scolaire alors qu'elle vivait encore en Tunisie, avait été vain, puisque la petite fille que j'étais s'était sentie reléguée dès les premiers jours d'école en France. Un deuxième aspect du traumatisme que j'ai subi en partant de la Tunisie est lié au fait que j'ai compris que désormais, il me faudrait vivre de façon permanente dans un pays qui ne me reconnaissait pas plus que je ne le reconnaissais. Lorsque j'ai eu un peu plus de 17 ans, mes parents ont décidé d'entamer une procédure pour obtenir la nationalité française par voie de naturalisation. C'est ainsi qu'ils ont déposé un dossier en m'y incluant en tant qu'enfant mineur. J'ai refusé d'être associé à cette démarche, et me suis alors opposé avec virulence, spécifiquement à mon père, jusqu'à ce qu'il demande le retrait de mon nom dans son dossier de naturalisation. Mon père n'avait pas pu répondre à la question qui me taraudait à l'époque, à savoir, quelle nationalité allait primer si un conflit armé venait à opposer la France et la Tunisie. Je crois que cette question venait surtout parler du conflit de loyauté dans lequel j'étais prise entre mon pays de naissance et ma terre d'accueil. Lorsque j'ai été majeure et que j'ai voulu passer le concours pour accéder à la formation d'éducatrice à l'éducation surveillée, devenue depuis lors la protection judiciaire de la jeunesse, service du ministère de la Justice, j'ai dû me résoudre à entamer les démarches de demande de naturalisation sous peine de ne pouvoir accéder à cette formation. C'est en analysant mon parcours professionnel que j'ai été conduite à revisiter en partie mon enfance, et en particulier mon passé scolaire, en me rendant compte que celui-ci était fortement déterminé par ce traumatisme de l'exil que j'avais largement occulté jusqu'ici. Je crois qu'en empruntant autant de détours dans mon itinéraire professionnel tel que je vais les résumer ci-dessous, je savais que je m'éloignais de la lignée paternelle qui exigeait que chacun exerce le métier pour lequel il avait obtenu le diplôme correspondant. Je comprends aujourd'hui que, durant les 10 premières années de mon parcours professionnel, j'ai espéré retrouver quelque chose que j'avais perdu, sans bien savoir ce dont il s'agissait. Selon Nicole Baudouin, dans son ouvrage Le sens de l'orientation,
La répétition de la même expérience ne donne pas l'occasion d'une répétition de sensations. La répétition du même ne procure que déception et semble s'épuiser dans son recommencement même. 2007 page 240. Elle ajoute que c'est pourtant dans la recherche infinie du pays de tous les bonheurs que s'épuisera le nostalgique, faute de retrouver les beautés dont son imagination paraît le pays perdu. Ibidem. Je vais m'attacher maintenant à décrire les différentes périodes de mon parcours professionnel, jusqu'à aujourd'hui. La notion de bifurcation biographique, dans le sens qu'en propose Claire Bidard, me paraît adéquate pour décrire différents moments de mon itinéraire professionnel que j'avais longtemps perçus comme des ruptures. Cet auteur décrit la bifurcation biographique comme un changement important et brutal dans l'orientation de la trajectoire, dont à la fois le moment et l'issue étaient imprévisibles pour l'acteur comme pour le sociologue. 2006 page 1. Elle se définirait comme l'apparition d'une crise ouvrant un carrefour biographique imprévisible dont les voies sont elles aussi au départ imprévues, même si elles vont rapidement se limiter à quelques alternatives, au sein desquelles sera choisie une issue qui induit un changement important d'orientation. Idée, page 2. Cette notion d'imprévisibilité résonne fort avec le déroulement de ma vie professionnelle au cours de laquelle des événements, souvent issus de rencontres, semblent être venus rompre le cours des choses. Plutôt que de tenter de lisser ces points de basculement dans ma biographie professionnelle, j'ai fait le choix de tenter de les déchiffrer. C'est ainsi que je vais distinguer 4 périodes dans mon parcours professionnel. Une première période d'errance entre 1979 et 1994 au moment de mon entrée dans le monde professionnel. Une période entre 1994 et 2002 où j'exerce plusieurs fonctions dans le champ de la protection de l'enfance. Une troisième période de 2002 à 2010 où j'accède à des fonctions d'encadrement. Enfin, depuis 2010, celle de l'exercice de la fonction de direction d'une MEC, parallèlement au fait que j'assure des charges d'enseignement à l'université. Le monde professionnel. L'année 1979 marque mon entrée dans le monde professionnel, celui du salariat, avec un premier travail obtenu dans une banque, on pourrait dire par décret maternel. Je n'acceptais pas l'idée de ne pas avoir obtenu le baccalauréat. J'ai donc trouvé l'énergie nécessaire pour refaire une année de terminale en suivant les cours à distance du CNED. C'est ainsi que j'ai passé le baccalauréat en candidate libre, et l'ai obtenu. La banque. L'année suivante, tout en continuant de travailler à la banque, je me suis inscrite au cours du soir du CNAM ainsi qu'en formation en cours d'emploi afin de préparer un certificat professionnel bancaire. J'ai très vite oublié les possibilités que j'aurais eues de poursuivre des études à l'université. Cette option appartenait à un choix de vie que je n'avais pas su saisir. Je m'imaginais que pour entrer à l'université, pour être étudiante, il fallait avoir des parents qui se préoccupent de moi. Il me semblait impossible d'être étudiante et travailleuse simultanément. J'étais travailleuse, il fallait donc que j'aille à l'école des travailleurs, c'est-à-dire en formation pour adultes. J'ai par la suite poursuivi mon parcours professionnel avec toujours le même fonctionnement. J'obtenais un emploi, et je m'inscrivais aussitôt dans la formation qui me permettait de passer le diplôme correspondant à l'emploi que j'exerçais. Durant 3 années, alors que je venais à peine d'avoir 20 ans, je passais le plus clair de mon temps avec des collègues, dont nombre d'entre eux étaient pères et mères de famille, pour la plupart décidés à réaliser une carrière bancaire. Je revois encore le guichet derrière lequel je me sentais enterrée, à peine visible du reste du monde. Nous étions séparés de la rue par une double porte blindée, avec un SAS hyper sécurisé. Je crois que ce doit être la période la plus ennuyeuse de ma carrière professionnelle. Lorsqu'à 17h tapantes, je respirais l'air de la rue, j'étais enchantée de m'engouffrer dans le métro pour me rendre à la station Arts et Métiers. J'accélérais le rythme de mes pas craignant d'arriver en retard au cours d'économie financière et comptable, qui débutait à 17h30. Savoir que ma journée ne s'arrêtait pas à l'horizon de mes collègues de la banque, me faisait me sentir en vie. Je réalise que, à cette époque, je passais une partie de mes nuits à étudier les cours du CNAM. Après l'obtention du certificat bancaire et la validation de mes 2 années au CNAM, alors que j'occupais toujours le poste d'employé de banque, j'ai fait une rencontre qui m'a conduite à travailler en tant qu'éducatrice de prévention auprès de toxicomanes adultes. Éducatrice. En fin de compte,
Je ne sais pas si j'étais aussi malheureuse derrière ce guichet que je l'énonce. Pour autant, je reste convaincue que mon statut d'employé de banque venait amplifier l'idée dégradée que j'avais de moi-même aux prises avec une relation conjugale elle aussi humiliante. Ma route a croisé celle d'une directrice d'une structure de prévention, qui m'a proposé de façon très catégorique de me joindre à son équipe. Toujours est-il que dès le lendemain, j'ai démissionné de mon poste à la banque. Je réalise aujourd'hui que je m'étais peut-être infligé cette situation humiliante pour me soumettre à la volonté de ma mère qui me laissait entendre que mon échec au baccalauréat ne serait pas sans conséquences. Ainsi, j'ai travaillé pendant 2 années à la fratrie. J'accompagnais des adultes toxicomanes, que je rencontrais principalement dans les bars, dans la rue ou le métro, pour tenter de les convaincre d'accepter au moins un suivi médical. Tout en travaillant dans cette association, j'ai réussi le concours de l'éducation surveillée que j'avais passé quelques mois auparavant. Je me suis engagée dans la formation d'éducatrice de 1984 à 1986. Je peux me demander aujourd'hui si, en voulant intégrer la fonction publique d'État, je ne cherchais pas à m'abriter de tout risque de rupture. Lors de mon premier stage, j'ai fait la rencontre d'un directeur qui représente pour moi encore aujourd'hui une figure de référence sur le plan professionnel. Alors que j'entamais le tout début de ma formation, il était à la recherche d'une solution d'accueil familial pour une fratrie composée d'une fille et 2 garçons orphelins de mère et dont le père demeurait inconnu. Le juge des enfants refusant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.